France. C'est un sujet que le CNR a décidé de traiter, parce que c'est un sujet qui a beaucoup d'importance aujourd'hui et qui finalement peut être, comme disait Jacques Cotta à Breil-sur-Roya la semaine dernière, qui peut être soit traité simplement sur le côté humanitaire pur, ce qu'il ne faut pas négliger bien entendu, mais on ne voit pas le côté géopolitique et politique à ce moment-là. Parce que je vous lirai le texte de Jacques Cotta qui était prévu aussi pour la table d'aujourd'hui. Il nous a laissé un texte parce qu'il a été obligé d'aller à Paris. Et après, l'autre côté, avec les peurs qui sont un peu mises en avant, les deux côtés du spectre, je dirais, ne relatent pas l'analyse précise géopolitique de la situation. Nous avons voulu aborder ce sujet parce que c'est un sujet très très important qu'il ne faut pas traiter à la légère, qu'il ne faut pas laisser simplement tous les gens ont le droit de débattre sur ce sujet, et on va voir que ce soir vous aurez la parole et nous aurons l'occasion peut-être de débattre de choses importantes. Nous ne sommes pas tous d'accord, certainement, nous n'avons pas tous les mêmes points de vue, tant mieux. Nous, le CNR, nous avons pour objectif de permettre une discussion sereine sur des faits et sur des analyses si possible. Donc, il y a Madame Christina Comi, franco-grecque, donc j'ai pas mon papier, puisque elle est enseignante-chercheur, hein. Elle est membre de l'EPAM. L'EPAM, c'est un parti grec qui est souverainiste, n'est-ce pas? Oui, c'est un parti issu d'un mouvement, du mouvement des indignés sur les places d'Athènes en 2011, et qui aujourd'hui est un parti et qui essaye d'éveiller les gens sur ce qui se passe actuellement, entre autres, voilà, pour prendre des actions. Donc je fais partie du réseau des relations internationales de l'EPAM et je collabore régulièrement avec d'autres mouvements ici en France et avec le CNR. Voilà. D'accord. Merci. Donc voilà, c'est la conférencière de ce soir. Elle est très précieuse pour deux raisons, parce que premièrement, elle connaît très bien le sujet. Et deuxièmement, c'est parce que la Grèce est au cœur du problème. Hein. Vous êtes bien d'accord? Si vous avez sur Internet ou ailleurs, on trouve quelques renseignements. Dans les médias traditionnels, aucun. La Grèce est confrontée à une invasion, à beaucoup de personnes. C'est un pays sous occupation. Un pays sous occupation, mais Christina vous en parlera beaucoup mieux tout à l'heure. Voilà. De manière à élargir le spectre, alors on parlera à peu près une trentaine de minutes, c'est elle qui gère la conférence. Après, il y a trois autres personnes qui représentent trois associations ou organisations différentes, que nous avons voulu avoir ce créneau-là, ce schéma-là. Pourquoi? Parce que si on arrive à être plusieurs à une table pour présenter un sujet, on est forcément plus fort. Les deux personnes, les deux comment dirais-je, organisations qui n'ont pas pu être représentées ce soir, mais dans la salle il y a beaucoup de représentants, c'est l'UPR, qui n'ont pas pu avoir quelqu'un à la table, et également Debout la France, qui ce soir font quelque chose d'important pour les présidentielles. Après, il y a, ici on va commencer, Madame Danielle Gousseau, qui représente Attaque Sud-Luberon, qui représente le RPS Fier et le CNR. Elle est membre du CNR, et elle représente le RPS Fier, qui est le Rassemblement pour le peuple souverain, pour une France indépendante et une république sociale. Tout un programme. Ensuite, Virginia Lombard, CNR également, et qui représente aussi le PARDEM, Parti de la démondialisation, ex-PEP. Et donc elle interviendra, ces personnes-là interviennent 10 minutes, et après les 30 minutes de Christina. Et Geneviève Blache, qui est le Front de Libération Nationale. Dans le comité. En fait, c'est un collectif que nous avons créé avec Geneviève pour essayer, après le Brexit, de favoriser le Frexit. Hein, c'est bien ça, Geneviève? Donc, elle parlera aussi de cela. Il y a dans la salle des gens qui sont aussi membres de cette association. Hein. Voilà, je laisse la parole maintenant à Christina. Nous, aujourd'hui,
citoyens français, mais citoyens aussi d'autres pays de ce continent, nous sommes confrontés à un problème réel et très grave. Je parle du nombre de plus en plus grandissant des gens déracinés provenant de l'Asie et de l'Afrique qui inondent en ce moment surtout le sud de l'Europe et qui s'entassent par milliers devant les frontières fermées du centre et du nord du continent. Ceci n'est pourtant que le sommet de l'iceberg d'une situation mise en place par les classes politiques au pouvoir, assistées par les médias. Le clivage traditionnel gauche-droite, tant en Grèce qu'en France ou en Italie ou en Allemagne, est aujourd'hui obsolète. Il n'est plus adéquat ni pour donner des solutions, ni pour nous aider à comprendre les enjeux politiques et économiques qui se jouent au dos des peuples. Êtes-vous pro ou contre l'immigration? M'ont demandé beaucoup de gens qui ont pris les tracts que nous avons répartis pour le débat de ce soir. Le pour étant censé représenter la gauche et le contre l'extrême droite. Mais ce langage des consignes et des étiquettes toutes faites n'est qu'une répétition mécanique d'un discours médiatisé verrouillé, absolument contrôlé, qui sert à ce qu'on ne pense surtout pas par nous-mêmes et à ce qu'on s'éloigne du vrai problème. Et vous serez assez d'accord avec moi si je vous dis que les migrants ne se sont pas réveillés un beau jour chez eux et ils ont dit « Tiens, on va aller prendre l'air en Europe ». Et on ne leur a non plus posé la question. Est-ce que vous voulez bien quitter votre pays pour un voyage vers l'inconnu? Non. Ces vagues des gens déracinés sont le résultat des politiques très concrètes, notamment des interventions militaires de l'Occident, surtout des forces euro-atlantistes en Afrique et au Moyen-Orient, déjà depuis les années 90. Les guerres du Golfe, l'invasion et la destruction de l'Irak, l'invasion de l'Afghanistan, la destruction de la Libye, la guerre actuelle en Syrie. Si sur tout cela on rajoute les multiples accords commerciaux, toujours au détriment de l'autosuffisance alimentaire, surtout de l'Afrique, le pillage organisé de leurs ressources naturelles et les énormes dégâts environnementaux causés dans ces régions, on comprend pourquoi ceux qui peuvent, comme ils le peuvent, risquent leur vie pour venir ici. Et n'oublions pas le rôle de l'Occident, notamment des États-Unis, à l'éclosion et à la croissance du terrorisme, qui agit surtout dans ces mêmes pays ravagés par les guerres. Mais tout ceci n'est qu'un seul maillot dans la longue chaîne de la mobilisation des populations. Tous ces désastres ne sont que la moitié d'un plan bien plus ample. Dans son livre intitulé « L'arme de la migration massive, déplacement forcé, coercition et politique extérieure », l'auteur Kelly Greenhill montre comment le déplacement des populations est en soi un très puissant moyen de pression et de chantage contre les États d'accueil. Instrumentaliser les masses déplacées pour faire déborder les structures d'accueil, pour causer une violente modification et dérégulation des rapports politiques, sociaux, économiques, personnels existants dans les sociétés des pays d'accueil. Et ceci va des relations du travail, à l'usage de l'espace public, à la peur de l'autre, jusqu'au conflit qui mène à la guerre civile. En deux mots, pour faire basculer vers l'inconnu, vers l'imprévu, vers le chaotique, la vie dans les pays d'accueil. Et on peut très bien voir en concret comment quelque chose de cet ordre a été fait ici en France, avec l'indispensable complicité des médias par rapport à l'état d'urgence. Même si on ne peut peut-être pas encore parler d'une décomposition du tissu social par l'injection massive des nouveaux arrivés, et je dis bien pas encore, car le nombre des migrants ici n'est pas comparable à celui de la Grèce ni de l'Italie, la question du terrorisme a une débouchée directe sur la mutilation de nos droits et de nos libertés. Quand vous sacrifiez votre liberté au nom de votre sécurité, dit un philosophe connu, il y aura bien un jour où vous n'auriez plus ni l'un ni l'autre. Et voici où nous en sommes. L'armée dans les rues, les réunions publiques interdites, les manifestations aussi, les fêtes et l'accès des parents aux écoles supprimés, des caméras cachées et nos communications surveillées. Tant de coups dans notre vie sociale et politique, avec en même temps la culture délibérée et quotidienne de la peur vis-à-vis de son prochain. Et au même moment, qu'on nous martèle le cerveau de sécurité, les frontières
du sud de l'Europe reste grande ouverte. La mer Égée, cette magnifique mer des Cyclades et du Dodécanèse, est aujourd'hui la grande porte d'entrée en Europe des gens forcés au déplacement provenant de l'Asie et de l'Afrique. Question. D'où vient-il avant de mettre le pied en Grèce? Réponse. De la Turquie. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés nous donne quelques chiffres que je vais noter ici. En 2014, le chiffre était de 34 442. En 2015, le chiffre des migrants qui sont entrés en Grèce est arrivé, tenez-vous bien, à 856 723 migrants, dont le 85% en provenance de la Turquie. On constate alors, entre 2014 et 2015, une augmentation de l'ordre de 2362%. À partir de la Turquie et via la Grèce, n'importe quel individu, avec ou sans papier, peut mettre le pied dans l'espace Schengen. Et j'utilise bien le terme, parce que c'est ça qui les intéresse. Ce n'est pas la Grèce, c'est l'espace Schengen. C'est le fait que les frontières internes de l'Europe ne sont plus contrôlées. Ils mettent donc leurs pieds dans l'espace Schengen par le moyen du transport illégal, mené par des circuits du crime organisé. Ce n'est pas des compagnies de bateaux régulières, ce n'est pas des compagnies aériennes, c'est bien des circuits du crime organisé qui agissent sous les auspices et avec les bénédictions de la Turquie. À noter, celle-ci est la même voie qu'utilise aussi le pétrole du califat, c'est-à-dire de la Daesh, pour être après raffiné et vendu en Europe. C'est de là qu'ils ont leur revenu, les terroristes. Et alors, tous ces trafiquants, ne vous les imaginez pas comme des pirates, barbus, avec des vêtements déchirés, pas du tout. Ils ont une belle vitrine, la vitrine des ONG. Des barques et des navires qui ne remplissent aucune condition de sécurité, surchargés de gens qu'ils jettent dans l'eau une fois qu'ils se trouvent dans la zone maritime grecque. Et c'est pour ça, pour que après les autres les pêchent comme des naufragés. Donc ils sont pêchés après, par la suite, comme des naufragés de la part des ONG qui font de cette façon leur safari humain en mer Égée. Qui sont ces ONG? La plupart d'entre elles reçoivent leur financement par des spéculateurs et des financiers, notamment par Open Society Foundation, vous en avez entendu parler, OFS, fondation qui appartient aux souvent désignés comme philanthropes. L'investisseur devenu milliardaire en une seule nuit, George Soros, qui déclare dans un article du Wall Street Journal que les migrants seront son prochain objectif d'investissement pour une somme de 500 millions de dollars. Dans des documents officiels de cette même fondation, portés à la lumière du jour cet été par DCLeaks, on lit « La crise des réfugiés en Europe doit être acceptée comme la nouvelle réalité et que la crise doit être envisagée comme une nouvelle opportunité pour la mission que la fondation de Soros a entreprise, c'est-à-dire influencer au niveau planétaire les politiques migratoires. » Et ce n'est pas que Soros qui finance une multitude de causes, soi-disant humanistes. Il y a des multinationales privées de management, une telle ORS Services et une telle Flüchtlingenfer.in qui ont fait des millions d'euros au dos des réfugiés et de leurs peines. À l'occurrence, ces deux compagnies que je viens de mentionner, qui sont privées, sont liées à la Barclays Bank, vous en avez entendu parler, voilà, appartenant au Rothschild. Voici alors dans quelles mains se retrouvent les naufragés, s'ils ne finissent pas noyés. Et ceci, après avoir déboursé des sommes de l'ordre entre 7 et 14 000 euros par tête au circuit des trafiquants. Et c'est une information
J'ai apporté ici des images à vous montrer, mais je pense que je vais m'en passer, on va juste en parler. Donc cette somme, entre 7 et 14 000 euros, c'est une information confirmée par les services d'information du ministère de la Défense autrichien. Pour ceux parmi vous qui se demandent où et comment tous ces pauvres gens trouvent ces sommes, attendez. Donc, lors d'une de ses dernières visites en Turquie, c'est le fameux George Soros alors qui a donné un entretien et qui a révélé que c'est lui-même qui a investi, entre guillemets, 11 milliards de dollars pour faciliter le transit, le transfert des migrants de l'Asie vers l'Europe à travers la Turquie et la Syrie. Je distribue comme ça? Voilà, par des ONG, etc. Et il faut dire que sur les îles grecques, on a trouvé dans les bagages des migrants des petits livres écrits en arabe avec des descriptions, comment vous vous débrouillerez en Europe, bienvenue en Europe et tout ça, et à retracer, donc à prendre les traces. Donc c'est des livres qui ont été imprimés par des organisations non gouvernementales, justement à l'aide de ce monsieur. No Borders, nous lisons sur les gilets de bénévoles qui aident les migrants déportés à descendre des barques sur les îles grecques. No Borders, ça veut bien dire on bat les frontières, sauf que ce serait bien si ceci était une décision libre et démocratique des peuples, et non pas quelque chose qui vient comme un diktat de la part de ceux qui se remplissent les poches en investissant sur le malheur des gens, sur la guerre, la destruction et la dérégulation des sociétés, des unes comme des autres. Et si toutes les frontières sont ouvertes, ouvrons alors aussi celles d'Israël et de l'Arabie Saoudite, et celles du Qatar. Est-ce par hasard que dans ces États, on ne voit ni de réfugiés, ni d'immigrés? Question suivante. Et les frontières de la Grèce? La Grèce, c'est un pays sous occupation. Ses gouverneurs successifs ont accepté de renoncer à l'exercice de la souveraineté nationale au nom d'une dette illégale, contre tout principe du droit international et au profit des intérêts de forces étrangères et d'organismes hyperétatiques. En tout cas, au détriment de l'intérêt public du pays. Dans ce cadre de ce pays sous occupation, il a lieu la suppression progressive des unités militaires, maritimes et aériennes nationales et le retrait des autorités de la police nationale, surtout en mer Égée. Au-delà donc de tout contrôle par les autorités grecques, aux côtés de ces organisations non gouvernementales, font leur patrouille la compagnie de sécurité privée Frontex et l'OTAN. L'OTAN qui est aussi présent car depuis mars 2016, la mer Égée lui a été officiellement gouvernement Syriza en elle, et ceci pour jouer les tours à la Russie. Les forces armées d'Israël y sont aussi présentes. Il y a eu un autre accord invraisemblable signé entre l'État grec et l'Israël. Il s'appelle SOFA, State of Forces Agreement, qui donne à Israël carte blanche pour faire des exercices militaires, pour installer des bases, et ceci dans l'immunité totale par rapport à toutes sortes de dégâts. D'ici un an, si les choses continuent telles quelles, la Grèce entière sera sous le contrôle total des forces mercenaires privées, étrangères ou hyperétatiques. Essayez de penser un peu. Plus de forces nationales, plus de frontières nationales, plus de territoires d'application des lois ou des droits des citoyens, armées privées, forces de l'OTAN, expansion. Les budgets grossissent en Europe, introduction massive des populations délibérément maintenues dans la misère, les tensions, les conflits des peuples ne tarderont pas. Et ceci, pas à notre profit. Tout cela nous montre bien que la promotion de ces flux de migrants vers l'Europe n'a pas lieu dans un cadre de légalité, mais dans un cadre pour le moins de tolérance, pour ne pas dire de parfaite complicité de nos gouverneurs avec les circuits du trafic d'esclaves. Le bureau de l'ONU, et je vais noter encore quelques chiffres, estime que pour la période entre 1996
et 2011, les profits du crime organisé sont de l'ordre de 150 millions de dollars. Je dis bien pour cette période-là, et car le nombre de gens trafiqués vers l'Europe pendant cette période-là ne dépasse pas les 55 000. Alors, vous vous imaginez ce qui se passe, où il va ce chiffre des profits après 2014, quand on a ce changement au niveau des quantités des gens trafiqués? Il s'agit là d'une vraie industrie qui apporte des milliards de gains, non seulement aux trafiquants, mais aussi à ceux qui viennent après. Qu'est-ce qui se passe après pour ceux qui ne sont pas noyés en mer et qui mettent le pied sur les territoires de l'Europe? Il y a plein d'autres profits, car le 60% de ces gens-là, surtout les femmes et les enfants, tombent dans les circuits de la prostitution et de toutes sortes de trafics, et l'autre, entre 30 et 40%, finit dans l'esclavage. Le journal britannique The Guardian, il parlait en avril 2016 de plus de 10 000 mineurs non accompagnés dont les traces sont perdues entre 2014 et 2015 en territoire de l'Union européenne. Et en même temps, Europol, que c'est le service policier de l'Union, donne aussi des chiffres d'un crime organisé en augmentation, en pleine croissance. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter tout cela? Pour démanteler le commerce illégal des réfugiés et des immigrés de façon efficace, le Bureau pour le crime de l'ONU nous donne ces indications. Il faut avant tout des politiques de poursuite et de persécution très déterminées au niveau national. La motivation principale de tout ce commerce est le profit. Il faut donc pouvoir suivre le trajet de l'argent et le processus du blanchiment au sein des banques. Transformer ce commerce en crime sans profit, en deux mots. Et pour faire ceci, il faut mettre sous contrôle national les flux des capitaux des banques, ce qui n'est pas possible sous le régime de la liberté du mouvement des capitaux dans l'Union européenne. Au même moment que les grandes banques gagnent des sommes colossales d'argent par cette même voie de blanchiment. Et si je vous demande, au même moment que nos concitoyens Cédric et Pierre-Alain sont amenés devant le tribunal et ils se voient imposer des peines pour l'assistance à des personnes en danger, pour le délit de solidarité, comme disait. Est-ce que nous avons vu durcir les lois contre les commerçants illégaux d'humains? Non. Est-ce que nous avons vu la mise en place d'opérations de contrôle coordonné pour tracer la route des flux d'argent? Non. Bien sûr que non. Et encore, est-ce que les victimes de ce trafic sont protégées pour qu'ils puissent conduire les autorités à la découverte et au démantèlement des réseaux criminels? Non, pas du tout. Ce qui se passe, c'est tout le contraire. Les victimes sont détenues sans papier, dans le pire des sorts, dans des centres de détention ouverts ou fermés, de sorte que la dernière chose qu'ils fassent soit dénoncer leur trafiquant. Par contre, nous avons tous entendu parler à un moment donné de solutions débiles du genre oui, nous allons bombarder les barques pour se débarrasser de tous ces réfugiés. Ça, on l'a entendu, oui, sans commentaire. Sans commentaire. Voici alors quelle est la situation aux portes de l'Europe. Voici d'où viennent les centaines de migrants que vous rencontrez sur les bords des autoroutes ou dans les chemins de la montagne des vallées des Alpes-Maritimes. Que faudrait-il faire? Est la question suivante. Parce que vous allez me dire, oui, voilà, tu dénonces, machin, mais qu'est-ce qu'il faut faire? La réponse est, il faut appliquer les conventions internationales relatives au sujet, notamment les suivantes. La Convention de Genève de 1951 et le protocole de New York de 1967. Ce sont les textes de base. Après, il y a le traité européen pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1950, le traité international des droits individuels et politiques, 1966. Vous observez que tous ces textes sont issus après, je vais éteindre le projecteur, après la Deuxième Guerre mondiale, et notamment la Convention de Genève de 1951, traité justement des réfugiés européens.
Par contre, le protocole de 67 a étendu la question des réfugiés aussi aux gens qui venaient d'autres régions de la planète, comme les guerres étaient en train de s'étendre après les années 60. À noter, la Turquie n'a jamais ratifié le protocole de 67. Donc, sur le sol de la Turquie, il n'y a pas la possibilité de reconnaissance de réfugiés, sauf s'ils proviennent du sol européen. Voilà. Donc, pour pouvoir appliquer ces lois internationales, la première étape est l'identification. Donc, il faut donc demander à l'aide du Haut-Commissaire pour les réfugiés des Nations Unies et sous sa surveillance, procéder à l'identification de toutes ces personnes qui passent en Europe, donc en Grèce notamment. Et voir, si c'est le cas, de leur attribuer la qualité de réfugié. La Convention définit comme réfugié toute personne qui, se trouvant à l'extérieur de son pays d'origine ou de résidence habituelle, a une peur justifiée d'être poursuivie pour des raisons de race, de religion, de nationalité ou de participation dans un groupe ou à cause de ses convictions politiques et qui, à cause de ses peurs, ne veut pas rentrer à ce pays ou jouir de la protection que ce pays lui offre. Une fois donc que ces personnes sont identifiées, il faut que le commissaire de l'ONU pour les réfugiés leur prépare leur papier, c'est-à-dire une carte d'identité de réfugiés. Il faut les accueillir et les soigner dans l'état d'entrée, le temps qu'ils puissent récupérer, et après les laisser aller où ils souhaitent aller, parce que c'est leur droit, parce qu'en leur reconnaissant le statut de réfugié, en ayant un statut juridique, ces gens-là, ils ont les mêmes droits, ou à peu près les mêmes droits, que les citoyens de l'État dans lequel ils vivent. Les PAM, donc le parti politique, le mouvement politique dont on a parlé au départ, et avec lequel je collabore, propose aussi, et je pense qu'il est juste, que les États qui ont contribué à la destruction des pays doivent prendre en charge proportionnellement les victimes, notamment les États-Unis, la France, l'Allemagne et l'Italie concernant les guerres de Libye. La Grande-Bretagne aussi, la Turquie aussi. Bon, après, il y a le droit maritime. Il y a des conventions qui datent des années 80 et il y a la Convention pour le droit de la mer de 82. Tous ces textes internationaux parlent d'un système international qui devrait être mis en place pour la recherche et le sauvetage des gens en danger, indépendamment des lieux d'accident, et d'un cadre de coopération pour le sauvetage, sous la coordination des autorités de l'État dans les eaux duquel a eu lieu l'accident. Après, il y a les règles de l'Organisme international de navigation. La Turquie, en collaborant avec les trafiquants, ne respecte pas ces règles. Elle devrait être dénoncée et subir des mesures prises contre elle, ce qui mènerait, au moins, à ce que les tarifs des assurances maritimes montent à tel niveau que les ports turcs ne puissent plus fonctionner. Bon, pourquoi alors tout ceci n'est pas fait? Qui en a l'intérêt à ce que la légalité ne soit pas établie? Regardons de plus près le rôle de l'Union européenne dans tout ça. Commission, Banque Centrale Européenne, Eurogroupe, Mécanisme européen de stabilité, Fonds monétaire international, tant d'autres institutions grandiloquentes et fatales, multipliées depuis la crise économique de 2008, se réunissent au quotidien à Bruxelles ou à Francfort pour décider de notre sort, du sort des peuples européens et aussi des autres peuples, des déplacés, qu'on appelle tantôt des réfugiés, tantôt des immigrés illégaux ou irréguliers, tantôt des migrants tout court, et je dois vous dire que chaque terme n'est pas sans conséquence. Dans ces réunions, et au cœur de ces réunions, se trouvent les lobbyistes. Concrètement, 24 480 lobbyistes sont installés à Bruxelles. Qui parmi vous a entendu parler un jour de la table ronde des industriels? Personne? Round Table of Industrials. Au sein de cette table, aux côtés des commissaires européens, s'assoient régulièrement les banquiers, les patrons des multinationales et les investisseurs, car ce n'est que par la concertation de tout ce beau monde que les marchés de la finance se portent en bonne santé. Plus il y a des guerres, plus il y a des flux migratoires,
Mieux se portent les marchés. On l'a déjà vu. En 2014, année de stagnation, voire de récession mondiale de la vraie économie, année de multiples guerres ouvertes sur la planète, les bourses ne faisaient que monter. Dans ce même sens, et pour ces raisons, le régime de Bruxelles est là pour protéger et pour promouvoir les intérêts des financiers et des spéculateurs, alors que la vraie économie, celle de la production, du travail, de la préservation de la planète, se rétrécit. L'Union européenne garantit aujourd'hui que les réseaux d'esclavage restent intouchables. Les États membres de l'Union européenne, quant à eux, ils n'ont de plus en plus mal à exercer leur politique nationale au profit de la grande majorité de leurs citoyens. Et ceci n'est pas un hasard. Je prends l'exemple du durcissement des lois du travail, de la loi El Khomri. Passé 3 nuits après le drame de Nice, dictée par Bruxelles. Une loi comme celle-ci n'est pas sans rapport avec la nouvelle réalité dont parle Soros, du marché des presque esclaves. Et je poursuis cette réflexion avec des données officielles. En 2013, une étude a été effectuée et rendue publique auprès du Parlement allemand, précisant que pour que son économie tienne bon face à la crise économique mondiale, il faut que l'Allemagne arrive à réduire, pendant les 10 prochaines années, le coût de sa main-d'œuvre par 40%. De même, la Banque mondiale précise que le modèle économique capitaliste actuel, pour qu'il ne s'écroule pas, il faudrait y injecter entre 30 et 50 millions d'esclaves, ce qui mettrait en mouvement 500 milliers de personnes. Et je reviens sur l'Allemagne. Pour que l'Allemagne puisse atteindre ses buts macroéconomiques, il lui faut plus que comprimer les salaires des travailleurs allemands. Il lui faut des travailleurs qui gagnent 8 centimes de l'heure, car c'est ça le salaire d'un immigré illégal là-bas. Cette politique, elle n'est bien évidemment pas au profit du peuple allemand, mais à celui des oligarchies, de la Round Table of Industrials, ceux qui se rempliront les poches en même temps que les classes travailleuses seront sûrement poussées vers la détresse et la haine contre les étrangers miséreux et désespérés qui le feront de la compétition. Voici comment, voici l'art pour créer un ennemi intérieur chez soi. Le danger des conflits qui aboutissent à des guerres civiles à l'intérieur de l'Europe est donc considérable. Et il faut rajouter que pour les Allemands puissent injecter au fur et à mesure et de façon contrôlée ces travailleurs dans leur marché, il faut que ces travailleurs soient stockés quelque part. Hein, on est bien d'accord. Donc, s'ils sont en Grèce sans papier, et tant qu'ils n'auront pas de papier, tant que le droit international n'est pas suivi et que le haut-commissaire pour les réfugiés ne leur a pas rendu le statut de réfugié, sans statut, ils sont pas chers, ils sont désespérés, ils n'ont pas de futur. Ils sont donc disposés d'aller bosser pour un morceau de pain sec. Hein? Et puis, quand ils vont commencer à réclamer des droits, ils vont les rendre au dépôt et en prendre d'autres. Ça vous rappelle quelque chose? Le Mexique et les États-Unis, peut-être? On est là, à peu près. Hein? La Grèce serait le Mexique de l'Europe, quelque part. Et George Soros, d'ailleurs, dans un entretien, il a dit publiquement, vous, les Grecs, you Greeks, vous devez être remplacés par les immigrés. Vous ne reproduisez plus et vous êtes incapables de produire de la croissance. Et je vous assure que ce remplacement est en train d'avoir lieu. Déficit démographique de 130 000 personnes pendant les derniers 6 ans. Émigration de 400 000 jeunes pendant ces 6 ans. Et 60 000 migrants détenus illégalement en territoire grec. Une énorme prison improvisée. C'est ce que c'est la Grèce aujourd'hui. Incarcérés dans les hotspots, c'est le terme trendy pour désigner ces centres d'accueil soi-disant inadéquats et surpeuplés. Incarcérés dans les hotspots, la masse
les masses des migrants non identifiés sans papier. Sans papier. Peut-être ils n'en avaient pas au début, mais il y a d'autres qui en avaient, comme les Syriens par exemple. Mais on les a enlevés. On les a tenus les papiers et on les a laissés comme ça sans papier pour qu'ils ne puissent pas aller où ils veulent. Et les Syriens, ils avaient même des sous qui les ont dépensés en Grèce en attendant qu'ils partent un jour. Donc ils s'entassent, tous ces gens-là, les uns contre les autres, dans des conditions lamentables. Puis, il y en a qui sont en dehors des camps de concentration. Ah, eux, ils sont libres, ils dorment sur les bancs, ils se lavent dans les parcs. Et je vous informe, je vous assure que le 99,9% de ces gens-là, ils ne viennent pas pour rester en Grèce. Les Nations Unies et l'Amnesty International ont sonné l'alarme plusieurs fois. La Grèce n'est pas en position de garder, ni de soigner, ni d'absorber une telle quantité de migrants. L'Italie n'en est pas loin d'ailleurs. Les pays du reste de l'Europe ne doivent pas rejeter les demandes d'asile des migrants. Ils ne doivent pas les envoyer de retour vers la Grèce ou l'Italie. Là, ils risquent même de se voir renvoyer à leur pays de provenance, ce qui est tout à fait contraire avec le droit international. Et je cite ici l'accord récent qui a eu lieu entre l'Union européenne et la Turquie en mars 2016 et qui stipule que tout migrant qui ne dépose pas une demande d'asile dans les 3 mois en Grèce, il est automatiquement renvoyé vers la Turquie. Et celui qui ne dépose pas de demande d'asile du tout, il est renvoyé aussi. Et il faut savoir qu'ils ne sont pas du tout renseignés, qu'ils doivent déposer une demande d'asile. Et ça, c'est tout à fait contraire au droit international, parce que la Turquie ne va pas respecter les droits de l'homme. On sait bien comment ils vont les traiter là-bas, et on sait bien que là-bas, ils n'auront pas le statut de réfugiés. Voilà, mais il y a d'autres clauses dans cet accord qui sont intéressantes. Il y a la clause qui dit qu'il n'y aura plus de taxes pour les produits qui vont entrer en Union européenne de la provenance de la Turquie, ce qui veut dire qu'on transporte une zone spéciale économique sur le territoire turc. On va créer des camps de travail, et les gens sont là. Ce sont les mêmes migrants qui vont être rendus à la Turquie et qui vont se retrouver en train de bosser pour 3 sous dans les camps de travail de la Turquie pour que nous, on achète bon marché les produits. Il y a aussi une autre clause qui n'est pas bonne du tout pour la Grèce, stipule l'établissement des autorités turques sur les îles grecques, soi-disant pour la question des réfugiés. Et en plus, voici que Bruxelles donne 500 millions à M. Tsipras pour qu'il poursuive la construction de containers et de centres de détention en territoire grec. Le fric, il coule. Si on les déclare immigrés, on en a pour 600 par tête. Et si on les déclare réfugiés, on en a 6 000 par tête. Et cet argent n'arrivera jamais aux réfugiés. Of course. Donc, au niveau des traités de l'Union européenne, mais peut-être quelqu'un pourra en parler aussi, quels sont les textes légaux sur lesquels l'Union européenne s'appuie pour contourner l'application du droit international? C'est le traité de Dublin II, le traité de Dublin, qui doit être dénoncé et duquel tout pays qui se respecte doit sortir. Hein? Donc, selon ce traité de Dublin, le migrant, il est obligé de demander asile au pays dans lequel il a mis le pied en premier. Sauf que ce traité, il a aussi d'autres clauses à l'intérieur. Des possibilités de solidarité entre les pays européens, des possibilités de demander asile dans un autre pays, etc., d'examiner cette possibilité, alors que en ce moment, l'Allemagne, par exemple, utilise toutes les clauses au détriment des pays périphériques et à son profit elle-même. Bon, j'ai dit aussi 2 mots sur l'accord catastrophique entre l'Union européenne et la Turquie. Et pour finir, nous sommes aujourd'hui ici dans les Alpes-Maritimes, une zone frontalière avec l'Italie. Les habitants de la vallée de Roya des Merveilles ont montré leur humanité, leur hospitalité, leur solidarité. Les habitants des îles grecques ont fait la même chose, en donnant exemple de solidarité spontanée et d'un humanisme au bord de l'autosacrifice. Mais tout a ses limites. La charité, l'humanisme, la solidarité personnelle ou associative ne suffisent pas. Au contraire, la charité est instrumentalisée, elle aussi, en devenant un pâle substitut de toute autre vraie solution à un problème qui est international, qui est mondial, qui est planétaire, et qui est créé et alimenté par des intérêts bien concrets qui sapent la démocratie, la paix et la liberté des peuples. Voilà.